Qu'on débute et qu'on commence. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir pour cette webconférence. Je suis Sylvain Guédot, membre du comité de pilotage opérationnel de la Grande École des Solidarités et puis directeur de territoire à Ascoria, l'un des partenaires de la Grande École. Ce soir, cette webconférence s'inscrit dans le cadre des conférences qui sont organisées donc par la Grande École des Solidarités, une nouvelle entité qui a été créée maintenant il y a un peu plus d'un an, par 4 acteurs de l'enseignement supérieur breton, même si notre enjeu, c'est de pouvoir irriguer, notamment en termes de débat, toute la France. Donc, ces 4 acteurs sont l'École des hautes études en santé publique, Sciences Po Rennes, l'Université de Rennes 2 et donc Ascoria. Et dans le cadre de cette grande école, nous avons souhaité mettre en place un certain nombre d'espaces de formation et de débats autour de la thématique de construire les solidarités, et d'où le fait que durant tout ce printemps, nous vous proposons une série de webconférences. La première, il y a eu lieu il y a un peu plus d'un mois maintenant, animée par Alexandre Berkès et Charlotte Marchandise. Nous sommes donc sur la deuxième ce soir qui traitera de la coopération en temps et en contexte de Covid, mais je vais y revenir juste après et je vais surtout vite passer la parole aux 2 conférenciers. Et vous allez en avoir 2 autres qui vous seront proposés au mois de juin prochain et au mois de juillet. Donc, je vous invite à retourner sur nos sites respectifs de nos entités pour pouvoir découvrir effectivement les espaces d'inscription. Alors, en 2-3 mots, comment va se passer cette webconférence? Je vais très rapidement m'effacer au profit des conférenciers qui vont débattre pendant jusqu'à 19 h environ sur un certain nombre de thématiques et un certain nombre de questions que Roland Janvier vous résumera tout à l'heure. Et puis après, nous aurons une demi-heure de réponse aux questions. Donc, pour cela, je vous invite tout au long du débat à poser vos questions dans questions et réponses. Donc, vous avez ce petit onglet en bas de votre écran. Et puis, je me ferai le porte-parole. Alors, soit directement des questions, soit je tenterai un exercice de synthèse et proposerai à Roland Janvier ou à Miguel Benassayag ces questions. Alors, le sujet de ce soir, alors, le titre peut paraître assez simple, mais il est extrêmement vaste. Coopérer effectivement en contexte de Covid. L'enjeu était de resituer dans cette année et demie maintenant qu'on a vécu tous ensemble, qui a bousculé de façon assez importante les manières de vivre, les notions de faire ensemble, qui est venu en tout cas questionner la question de la centralisation du pouvoir et quelle marge de manœuvre avait l'ensemble des acteurs et chacun d'entre nous dans cette marge de manœuvre-là, comment effectivement cette situation a causé un certain nombre de paradoxes au plan matériel, au plan personnel, au plan de la vie sociale et au plan d'éthique. On reviendra sur l'ensemble de ces notions et les conférenciers reviendront sur ces notions-là. Et dans ce contexte, que devient même l'idée de coopération? Est-elle encore possible ? Est-elle souhaitable? On pourrait même se poser cette question-là. Quelles seraient les conditions à réunir pour continuer à coopérer? Et comment réussir malgré tout cette coopération? Alors, pour essayer d'avancer dans ce vaste sujet, nous avons 2 conférenciers ce soir. Alors, du coup, Roland Janvier, qui est docteur en sciences de la formation et de la communication, ancien directeur général d'association au pluriel du champ des solidarités. Aussi aujourd'hui président du comité régional du travail social de Bretagne, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, transformer l'action sociale avec les associations, conduire le changement en action sociale, et aussi rédacteur où tu as commis dernièrement une série de courts articles qui proposent un regard critique sur un certain nombre de concepts. Alors ça s'appelle « Ça ne marche pas ». Point d'interrogation, heureusement, je ne mets pas suffisamment le ton, mais tu sauras me reprendre, qui travaille notamment un certain nombre d'éléments autour des résultats, la notion de procédure, de rationalité. Bref, on retrouvera toutes ces dimensions sur ton blog. Et nous accueillons également ce soir Miguel Benassayag, philosophe, psychanalyste, pédopsychiatre, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience, et tout dernièrement, en avril dernier, les nouvelles figures de l'agir, penser et s'engager depuis le vivant. Mais je laisse Roland continuer cette présentation. Oui, merci Sylvain. Effectivement, moi je suis très, très honoré qu'on puisse accueillir ce soir Miguel Benassayag, qui nous fasse
la gentillesse et l'honneur de venir partager nos réflexions et débattre avec nous. Un grand merci. Et c'est vrai, pourquoi avoir sollicité Miguel Benassayag, je dirais pour 3 raisons, pour ce qui me concerne, au moins. Pour ce qui me concerne, 3 raisons. La première, c'est l'intérêt de la double entrée de ses travaux, la philosophie, la psychanalyse. Ça, déjà, ça commence à créer un premier espace de travail tout à fait intéressant. La deuxième, c'est un certain nombre de références, mais on aura l'occasion d'y revenir, un certain nombre de références qui décoiffent. Je pense là à tout ce qui se joue, par exemple, autour de l'antipsychiatrie, du courant de l'antipsychiatrie. Et la troisième raison, c'est un parcours tout à fait intéressant, tout à fait atypique aussi, qui va de l'Argentine à la France et qui va de la guérilla guévariste et des prisons de la dictature jusqu'à l'université française et à des travaux de recherche qui aujourd'hui sont très largement reconnus. L'intérêt aussi que Miguel soit avec nous ce soir, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec Miguel Benassayag. Mais par contre, on est toujours obligé de débattre avec lui parce que les questions qu'il apporte sont des questions qui ouvrent des débats et c'est ça qui, je crois, est intéressant pour ouvrir un peu ce parcours de réflexion autour de la construction des solidarités et autour plus spécifiquement dans ce qui nous concerne ce soir, de la coopération. Coopération, j'ai essayé très, très brièvement de repérer quelques conditions de la coopération qui seraient aujourd'hui mises à mal dans le contexte de crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant plus de 18 mois. La première, il y en a 7, je précise tout de suite. La première, c'est coopérer suppose d'avoir du temps. Or, la crise sanitaire, avec ses conséquences sociales et économiques qui sont à gérer maintenant, mais qui, je crois, vont être encore plus à gérer demain, ne nous laisse pas vraiment le temps de prendre du recul. En gros, j'ai un peu le sentiment que la dictature de l'urgence, qui préexistait à la crise, a encore plus gagné aujourd'hui qu'avant. Elle s'est encore accrue. Mais pourtant, on a fait cette expérience, notamment à travers les 3 confinements successifs que l'on a vécus, de nouveaux espaces-temps pour réfléchir. Vous savez, tous ces débats qu'il y a eu à propos du monde d'après. Comment aujourd'hui peut-on tirer profit de ces cogitations? La deuxième condition de la coopération, c'est coopérer suppose d'être disponible. Le bouleversement des activités, que ce soit au niveau de la famille, du travail, des loisirs, de la vie sociale, de la culture, etc., qui sont liés à cette désorganisation finalement de la vie sociale que nous connaissons, a été très chronophage pour chacun, je viens un peu de le dire, mais dans ce règne du temps court, de l'immédiat, qui s'est encore plus imposé, je pense qu'on a aussi fait l'expérience d'une transformation des modes de relation. Vous savez, c'est tout ce truc entre le distanciel et le présentiel, ces néologismes-là qui viennent nous envahir, mais aussi des modes de relation marqués par ce fameux couvre-feu, marqués par les gestes barrières, etc. Est-ce que ça, en fait, ça n'a pas ouvert aussi des nouvelles possibilités? Des nouvelles possibilités, des nouvelles disponibilités, disponibilité à nous-mêmes, disponibilité aux autres, disponibilité à leur rencontre. Troisième condition, coopérer suppose de la solidarité. En fait, le risque sanitaire majeur auquel chacun de nous s'est trouvé confronté, exposé, a naturellement porté chacun à faire attention à son entourage, à porter bienveillance à ceux qui sont à côté de nous et particulièrement ceux qui sont plus fragiles, mais tout en cherchant aussi à se protéger. Et c'est là un des paradoxes qu'évoquait Sylvain dans l'introduction. Et puis en plus, je crois qu'on est obligé de constater quand même que la solidarité n'a pas gagné partout, qu'elle n'a pas joué forcément au plan économique, qu'elle n'a pas joué forcément entre les pays. Quand on voit aussi comment aujourd'hui les industries pharmaceutiques sont en train de mener les choses, tout ça montre que la solidarité n'est pas un concept tout à fait flagrant. Et pourtant, se sont affirmées des solidarités de proximité qui se révèlent en temps de crise. Et qui finalement dénoncent ou font contre-feu aux égoïsmes dont témoignent nos sociétés de marché. Quatrième condition, coopérer suppose de se sentir en confiance. La perte des repères habituels, vous savez, avec le télétravail, on a appris qu'il y avait des commerces essentiels et d'autres qui ne l'étaient pas, les repères autour de la vaccination, etc., ont généré toute cette perte de repères, a généré une insécurité et un doute sur ce qui était encore collectivement possible.
en fait, la centralité des décisions étatiques qui ont été posées un peu en surplomb des réalités locales, avec un effet, je crois, on peut le dire comme ça, infantilisant sur les citoyens. Pour autant, tout ça n'a pas empêché des expériences de proximité entre habitants qui ont peut-être là ouvert la voie à une confiance partagée, mais une confiance partagée localement. Et là, il y aura quelque chose sur lequel on pourra peut-être revenir. Cinquième condition, coopérer suppose d'avoir de la visibilité sur l'avenir. En fait, l'incertitude du lendemain, qui était déjà présente avant la crise, a atteint là, je crois, un paroxysme avec la menace sanitaire qui pèse non seulement sur tout un pays, mais à l'échelle planétaire. Les hésitations aussi des pouvoirs publics dans les réponses à apporter et les stratégies à suivre ont révélé en fait des autorités qui ne disposaient pas forcément de la visibilité suffisante pour diriger et prendre les décisions. Pourtant, ces temps pour le moins ambigus, on peut l'exprimer comme ça peut-être, ne sont-ils pas une opportunité pour apprendre ou réapprendre à s'engager autrement, et je paraphrase Miguel en disant à s'engager autrement dans cette époque obscure. Sixièmement, coopérer suppose un cadre d'action clair. En fait, l'hégémonie de la rationalité instrumentale, avec son inflation de normes, de règles, de recommandations, de procédures, n'a pas été vaincue par la pandémie. Au contraire même. Au contraire, on a assisté, je crois, à une amplification sans précédent de prescriptions, de consignes, toutes plus fermées et plus enfermantes les unes que les autres. Si coopérer suppose un cadre d'action, celui-ci, en fait, résulte de l'accord entre les coopérateurs, entre les parties prenantes, pas d'une injonction descendante. Pourtant, n'assistons-nous pas à de nouvelles règles d'échange, plus en proximité, plus attentives aux liens de voisinage dans les territoires? Dernier point de cette liste de conditions, coopérer suppose une certaine stabilité. Les déstabilisations de tous ordres qu'a apporté avec elles la dissémination du coronavirus ont renforcé, je crois, le dessein néolibéral de la dérégulation. Dans une relative anarchie des stratégies de réponse à cette crise, il est, je crois, assez difficile de distinguer une perspective stable pour l'avenir. Pourtant, il me semble que certains fondamentaux, tels que la quête de sens, ouverte par cette autoréflexivité dont je parlais tout à l'heure, la disponibilité à l'instant, la disponibilité aux situations qui sont créées en ce moment, l'expérience de solidarité de proximité, la qualité des liens aux proches, et la qualité des liens au lointain aussi, l'engagement dans cette période incertaine, cette construction de nouvelles modalités de vie ensemble dans les territoires, etc. Finalement, il me semble que ces fondamentaux-là ont peut-être été redécouverts en cette période de crise et ouvrent peut-être de nouveaux possibles pour coopérer. Je voudrais, pour terminer, reprendre quelques pistes de travail ouvertes par Miguel Benassayag, et pour pouvoir lui renvoyer un petit peu la balle, là, qui, dans ses recherches, il me semble, ouvre un agir possible pour coopérer en situation de crise. Je prendrai quelques mots-clés. Le premier, c'est le biopouvoir, une notion chère, empruntée à Foucault. Le biopouvoir qui, aujourd'hui, s'est manifesté dans des proportions, mais tu en parleras peut-être, dans des proportions inouïes, appelle à la résistance. Et là, je fais référence à cet ouvrage un peu fort, je crois, Résister, c'est créer, commis avec Florence Aubenas en 2002. Une résistance qui passe par l'expérience concrète de contre-pouvoir. C'est-à-dire que la situation de crise ne serait-elle pas finalement une opportunité pour la coopération? Deuxième mot-clé, le conflit. Et là, je fais référence à Éloge du conflit, qui est un ouvrage qui, moi, m'a énormément inspiré, avec Angélique Delray en 2012, où tu prônes une assomption du conflit, c'est-à-dire l'inverse d'un consensus. L'inverse du consensus, c'est assumer le conflit pour en faire quelque chose. Le conflit assumé en période de crise ne serait-il pas finalement la condition même de la coopération? Troisième mot-clé, l'engagement. Et là, je fais référence à cet ouvrage aussi qui m'a beaucoup inspiré, de l'engagement dans une époque obscure, toujours avec Angélique Delray en 2011, où tu invites à s'inscrire dans une co-création du monde. Et là, je cite, excuse-moi de te citer, mais s'engager dans une époque obscure, ce n'est pas réaliser un programme, mais chercher en situation, et selon des voies multiples, voire contradictoires, dans tous les cas conflictuels, comment dépasser ce mythe de l'individu qui nous plonge dans la puissance et nous soumet à l'utilitarisme de la postmodernité.
Autre mot-clé, la complexité, bien sûr. Et là, c'est le collectif Malgré tout. Et puis le séminaire que tu animes, Comprendre et agir dans la complexité, avec Bastien Cany. La crise du Covid, en fait, a dévoilé la complexité des phénomènes dans lesquels nous étions. Elle l'a amplifiée, je dirais. Et en fait, nous ne disposons pas de solutions toutes prêtes, uniques et magiques par rapport à cette situation de crise. Et c'est donc par une approche systémique que la coopération peut naître. Une coopération qui va tisser ensemble les problématiques écologiques, démographiques, économiques, culturelles auxquelles tu fais référence régulièrement. Avant-dernier mot-clé, parce que je ne vais pas être trop long, le commun. Le commun, c'est notamment, alors, parce que Miguel écrit beaucoup, hein, rien qu'à la découverte, tu as publié 33 ouvrages, je crois, et il a publié 2 ouvrages début 2021, celui-ci, Le retour de l'exil, repenser le commun en février, et puis un autre en avril, dont je vais parler juste après. Le commun n'est pas donné par un état préexistant à l'expérience de l'ici et maintenant. En fait, le commun s'inscrit dans le local, et il est une production en acte, là je te cite. En fait, c'est pas là une définition de la coopération qu'on est en train de se donner. Et puis enfin, l'agir. Dernier mot-clé, l'agir, parce que c'est le dernier. Les nouvelles figures de l'agir avec Bastien Cany en avril dernier, qui est un plaidoyer pour un agir restreint et situationnel, mais c'est sans doute des concepts que tu vas expliquer un peu plus. Un agir qui n'a pas besoin de promesses. C'est-à-dire que c'est fini le mythe du grand soir. Un agir qui est fondé sur une éthique du présent, sur une éthique du maintenant. Et n'est-ce pas là la condition contemporaine finalement de toute coopération? Un agir dont le but évolue au fur et à mesure de l'évolution du groupe qui le porte. Et là, je te laisse peut-être la parole sur cette dernière phrase. Bon, mais bonjour, merci beaucoup à Sylvain, merci beaucoup à Roland pour cette invitation, merci Roland pour la gentillesse de tes propos à mon égard. Et au fait, oui, moi je commencerai par l'idée de comment, parce que vous vous lancez dans un projet qui, à mon avis, est un projet fondamental dans notre époque, c'est-à-dire il y a tout type de projets, il y a des projets qui sont intéressants, des projets dont on a envie, il y a des projets qui répondent, en tous les cas, après on voit qu'est-ce qui se passe, répond à un besoin vraiment fondamental de l'époque. Et sans doute, il y a un besoin fondamental de l'époque à penser le commun, à penser qu'est-ce que nous avons de commun. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, la crise du Covid, dans cet isolement qui nous a soumis, dans cet isolement, et pas seulement isolement, mais cette méfiance de l'autre, c'est-à-dire l'autre est porteur de quelque chose de mauvais, qui peut me contaminer, je peux contaminer à l'autre, c'est-à-dire que tout contact pourrait être dangereux. La crise du Covid, à mon avis, n'a pas fait autre chose qu'accélérer, accentuer et souligner des mouvements sociaux, historiques très profonds qu'on voit se développer depuis des années. Et que là, oui, là, on est dans quelque chose d'assez irréversible, dans lequel les gens se disent à la fois, on est dans une double contrainte, double stimulation, tu vois, double tentation. D'un côté, on est dans des sociétés qui considèrent qu'il faut être autonome, qu'il faut être tout à fait autonome. La liberté même passe par l'autonomie, on assimile le concept de liberté à l'autonomie. On dit que la solidarité était assimilée dans une certaine mesure à une expérience des losers, non, des perdants. C'est-à-dire, celui qui a besoin de solidarité est un loser, mais même celui ou celle qui veut être solidaire apparaît psychologiquement suspect. On dit, mais pourquoi il va se mêler de l'autre? Et il ne manquerait pas des collègues à moi qui expliqueraient que si vous sentez un élan de solidarité, c'est certainement parce que votre maman, votre papa, quand vous étiez petit, vous n'étiez pas grand. C'est-à-dire que la solidarité apparaît soit comme une mauvaise chose, soit comme un signe de que ce n'est pas tout à fait clair pourquoi est-ce que celui-là, celle-là ne se mêle pas de ses affaires, n'est-ce pas? Et même, il y a toute une sorte de croyance comme ça très forte de que l'élan de solidarité, finalement, c'est pour se faire bien à soi. C'est-à-dire que quand on gratte, n'est-ce pas, et on dit, bon, mais finalement,
pourquoi est-ce qu'on a ce désir de solidarité? Alors, on va donner une des réponses finales, peut-être que ce n'est pas la seule, mais elle est quand même pas mal forte, c'est-à-dire que c'est en faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi. Comme si il y avait une sorte de triomphe historique de l'isolement de l'individu, comme ça, et par rapport auquel même les moindres gestes d'empathie n'auraient comme objectif que renforcer son moi. Alors donc, vous savez, Galilée et Copernic, ils sont sortis la Terre du centre de l'univers, mais la postmodernité a mis au centre de l'univers l'individu. Non, nous sommes chacun les protagonistes principaux du film et les autres sont les rôles secondaires, les figurants, etc. Et l'écosystème et les paysages dans lesquels, les décors dans lesquels se déroule notre vie. Alors, le problème du commun est un problème fondamental parce qu'effectivement, cet point de vue de chacun de nous comme autonome qui va dire « je suis libre dans la mesure où je domine mes pulsions, je domine les autres, je domine mon milieu, n'est-ce pas ?» Cette idée de que ma liberté finit, attention, où commence la liberté de l'autre. Ça, c'est un concept très parisien d'être voisin. Être voisin, c'est déjà être ennemi à Paris. Et après, on voit si on fait quelques alliances avec l'ennemi. Mais ma liberté finit ou commence la liberté de l'autre. Tout ça sont effectivement des produits historiquement construits, d'un monde qui fonctionne sur cette hypothèse que l'humain est constitué par des individus. Il y a non pas un philosophe, mais quelqu'un de triste souvenir, que Madame Thatcher, qui a dit la chose clairement. Elle a dit « la société n'existe pas, il n'y a que des individus ». Alors, c'est ce qu'on appelle la sérialisation de la société. Il n'y a que des individus. Il y a que des individus, et les individus, tous, ils suivent leurs propos de leur côté, leur intérêt, et après, s'émerge ce qui émerge. Et si je dois respecter les lois, si je dois respecter la nature, si je dois respecter quoi que ce soit, c'est toujours pour un moi. Sauf que ces moi-là, d'un point de vue psychiatrique, psychanalytique, à partir d'un certain point, ces moi-là deviennent une sorte d'expérience un peu hallucinée, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces moi-là qui seraient transhistoriques, transsituationnels, c'est-à-dire que je suis égal à moi-même, où que je sois, tout est convergent vers moi, et quelque chose d'un tout petit peu, d'une sorte d'expérience hallucinatoire qui, comme socialement est acceptée, on ne la pathologise pas, mais est un tout petit peu hallucinatoire. Une chose qui nous a appris cette crise du Covid, c'est que justement, non, moi je ne fais pas ce que je veux. Mon moi ne fait pas ce que je veux. C'est-à-dire, il y a un environnement, il y a des virus qui circulent, il y a un milieu, et nous sommes liés. Sauf que cette crise du Covid nous a montré qu'on est liés. Mais on dit, ah merde, je suis lié, mais quel est le mauvais côté? C'est-à-dire, j'ai pâti. Les liens, je les pâtis comme des chaînes, n'est-ce pas? Ce sont des chaînes. Alors, donc, tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seul dans l'univers, que je ne suis pas les centres de l'univers, tout ce qui me rappelle ça, effectivement, est vécu comme c'est dommage. C'est dommage, c'est dur, ce sont des chaînes, c'est ce qui me prive de ma liberté. Vous savez, en France, on a des lois qui nous obligent à respecter l'environnement. Il y a des lois qui nous obligent à respecter nos parents, des lois qui nous obligent à respecter nos enfants. On dit, et au milieu, il y a quoi? C'est-à-dire, au milieu, il y a une entité qui est mon petit moi, qui respecte ou ne respecte pas l'environnement, respecte ou ne respecte pas les aînés, respecte ou ne respecte pas les enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout lien apparaît comme optionnel, contractuel, mais surtout optionnel. C'est-à-dire cette idée de que je pourrais ne pas être soumis à ces liens-là. Vous avez un point d'excès de ça, mais qui n'est pas du tout une illusion. C'est toutes les théories
post-humanistes qu'on appelle, non, les post-humanistes, qui sont une série de chercheurs, surtout ils se réunissent aux États-Unis, les centres dans ce qu'on appelle la Singularity University, qui sont des gens de la Silicon Valley, qui parlent de transhumanisme. C'est-à-dire quoi le transhumanisme? Ça veut dire, c'est pas qu'une théorie, hein, ce sont des recherches avec des millions et des millions de dollars aujourd'hui pour dire finalement, on pourrait vaincre la mort. On pourrait vaincre la mort. Et on dit, et après tout, pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas immortel? Vous voyez? Alors, moi, dans mes travaux, surtout en biologie et en épistémologie, je suis quelqu'un qui, un peu, bon, se bagarre avec les transhumanistes. Pourquoi? Parce que imaginons, et c'est tout à fait imaginable, que comme il dit le chef de file des transhumanistes français, qui est un tout vive, un chercheur qui s'appelle Laurent Alexandre, imaginons que déjà on soit en condition de vivre 1000 ans. C'est ce qu'il dit. Bon, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que pour que 1000 personnes vivent 1000 ans, il faut qu'ils se bouffent absolument toute la matière, toute la production de l'Afrique, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est cette idée dans laquelle moi, j'identifie la vie avec mon moi. Or, il y a tout à fait une autre façon d'envisager la vie. L'autre façon d'envisager la vie, c'est effectivement non pas que je possède des liens, mais que chaque individu est un nœud de liens. N'est-ce pas? Alors là, on sort un tout petit peu du côté hallucinatoire d'aimer vivre comme unique, singulier, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même, de mon point de vue, c'est le défi épocal total. C'est le défi central de notre époque. C'est-à-dire repenser le commun et repenser notre vie dans le commun. C'est-à-dire, est-ce que l'environnement, les autres, la société est un ensemble auquel je peux ou je ne peux pas appartenir? Vous voyez les côtés pollueur-payeur, c'est-à-dire je pollue, mais si j'ai des sous, je paye, vous voyez, et je peux être solidaire ou je peux être un salaud, c'est optionnel, n'est-ce pas? Ces côtés-là, cette société de l'individu roi. Vous savez, il y a une pièce de théâtre très drôle d'Eugène Ionesco qui s'appelle Les rois se meurent. Et alors, dans la pièce, il y a un côté très rigolo, comme toujours chez Ionesco, très profond et drôle. C'est-à-dire, il y a un roi qui va mourir. Et le mec, il dit, mais moi, mourir, moi, je suis le roi. Que la mort s'étire, moi, je ne vais pas mourir. Eh bien, chacun de nous, aujourd'hui, se vit comme ça. Pourquoi est-ce que j'aurais des contraintes? Pourquoi est-ce que j'aurais des obligations? Pourquoi est-ce que j'aurais des liens qui me unissent à l'environnement? Pourquoi est-ce que j'aurais des responsabilités envers l'autre? Et encore plus, pourquoi est-ce que j'aurais de l'empathie avec l'autre? Si ce n'était pas tout ça, que pour renforcer mon moi? Eh bien, nous sommes face à un dilemme absolu, une bifurcation historique. Soit nous continuons à construire cette société de l'individu, qui est une société qui s'attaque au commun d'emblée, parce que, comme je disais dans l'exemple de vivre, non pas 1000 ans, mais 200 ans, mettons que demain, ce sera possible. Eh bien, dans cette société de l'individu roi, de l'individu termite qui se bouffe la branche sur laquelle il fait son nid, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette société-là, la destruction, le collapse écologique, démographique, sanitaire est inévitable. C'est-à-dire que pour moi, quand je disais le projet d'une école des études de solidarité, je ne sais pas si je me rappelle bien le nom, c'est comme ça le nom, Roland? Oui, c'est... Grande école des solidarités. Ah, j'ai oublié qu'elle était grande, pardon. Je m'excuse, je l'avais banalisé. Alors, cette grande école, et effectivement, pourquoi est-ce que je disais que ce projet est un projet qui est central dans notre époque? Non pas parce que cette grande école soit elle centrale, mais parce que cet élan-là signifie assumer le défi central de l'époque. De mon point de vue, cette société-là de l'individu qui consomme, l'individu roi, l'individu qui confond le bon fonctionnement avec l'existence, eh bien, cette société-là est la société qui nous a conduit petit à petit au blocage de l'anthropocène, n'est-ce pas?
au blocage de ces collapses de tout point de vue, avec cet horizon des menaces dans lesquels on se dit, bah, quand même, je ne suis pas du tout ni catastrophiste, ni collapsologue, ni rien du tout. Je suis simplement quelqu'un qui est de par ma place des chercheurs. J'ai en permanence un tas d'informations sur des choses que, d'ailleurs, tout le monde est plus ou moins informé de façon plus ou moins technique, plus ou moins sophistiquée, qui est la désertification, les changements climatiques, l'effet de que cette pandémie comme ça, c'est la première comme ça, parce qu'effectivement, la déforestation, une démographie folle, le fait que les virus et les bactéries voyagent en avion, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'effectivement, ces modes de vie dans lesquels tout doit être possible pour l'individu, n'est-ce pas? Tout, y compris, je vous répète, cette folie transhumaniste de la mort de la mort, comme s'appelle ce bouquin qui est un best-seller, n'est-ce pas? Cette société-là, dans cette société-là, il n'y a aucune possibilité d'éviter le collapse. C'est-à-dire, dans cette société dans laquelle les hommes politiques, ils promettent du confort, ils disent, moi, je vais vous donner plus de confort, et l'autre dit, non, c'est moi qui vais vous donner plus de confort, eh bien, cette société-là qui s'adresse à l'individu, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a vu, les gens de ma génération, on a vu un changement que d'abord, on avait du mal à comprendre. Il y a 30-40 ans, une femme, un homme politique, était quelqu'un qui parlait d'une sorte de projet dans lequel une société inscrite dans d'autres sociétés avait un projet. Voilà, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, mais c'est comme ça qu'il devait parler. Aujourd'hui, les hommes politiques de droite, de gauche, de centre, de haut, d'en bas, ils s'adressent à l'individu. Avec moi, tu vas avoir plus de confort, tu vas consommer plus, tu auras plus des avantages, etc. Cette société-là, ce n'est pas que demain, il y aura un collapse, on sera dans une merdouille noire. Non, cette société-là, pour être viable, elle sera obligée de construire, comme on dit, des murs. De construire des murs, pas des ponts de solidarité, des murs. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, il n'y a pas besoin d'être paranoïaque comme l'absologue, il suffit de savoir lire ou ne pas être sourd et entendre la radio, ou même être sourd et lire la langue des signes. Tout le monde est au courant que le grand secret des gouvernants de la planète, c'est que demain, il n'y aura pas pour tout le monde. Demain, il n'y aura pas d'eau potable pour tout le monde, il n'y aura pas de la bouffe, pas poubelle pour tout le monde, il n'y aura pas la possibilité d'aller en vacances parce que la plupart des plages seront absolument contaminées. Donc, il n'y aura pas pour tout le monde. Vous savez, les migrants qui arrivent et que les xénophobes français disent, mais finalement, ces migrants qui arrivent, pourquoi ils viennent? Ils viennent parce qu'ils sont des réfugiés climatiques. Ils viennent parce qu'ils sont des réfugiés climatiques, parce que le désert avance. C'est-à-dire, ils viennent parce que la vie, dans pas mal de lieux de la planète, commence à devenir plus possible. Eh bien, donc, la société de l'individu, la société de la non-solidarité, la société du non-commun, il n'y a aucun problème. A besoin de murs, a besoin des brutes qui fassent les sales boulots aux frontières, n'est-ce pas? Nous, on n'aime pas voir quand même un enfant mort dans les côtes de la Méditerranée parce que on n'aime pas voir ça. Mais en revanche, entre ne pas voir ça et assumer les conséquences de ne pas voir ça, ah ben là, il y a un hiatus énorme. Parce que pour qu'il n'y ait pas ça, et pour qu'il n'y ait pas ça, il faut quand même penser les comment. Et pas penser les comment comme une option. Je peux être solidaire ou je ne peux pas être solidaire. La solidarité est le nom de l'autre branche de la bifurcation, qui est de penser ce retour de l'être humain vers ce monde-là qu'on a cru quitter. Vous voyez, c'est-à-dire tout le cartésianisme, toute la modernité se base sur l'idée de que l'humain est un phénomène qui aurait quitté le monde d'objets et l'humain est le sujet qui modifie. Vous savez, c'est les fameuses phrases de Descartes, l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. Alors, on a vécu pendant quelques siècles en se vivant dans l'exil du monde. C'est pour ça que le bouquin qui était Roland s'appelle Le retour de l'exil. C'est-à-dire qu'on s'est extrayé du monde pour mieux le maîtriser, le dominer, le transformer. Et tout à coup, depuis quelques décennies à peine,
on commence à expérimenter que cet exil était absolument imaginaire, avec des conséquences réelles. Avec des conséquences réelles. L'idée de que je suis séparé de la nature, que je suis séparé de mes voisins, que je suis séparé des animaux, et que je peux optativement, de façon optionnelle, être gentil ou pas gentil, et encore une fois, pour me faire du bien à moi, eh bien, cette vision de l'homme séparé, la vision de la bipolarité, vous voyez, homme, nature, culture, nature, homme, femme, fou, sage, etc. Toute cette séparation que Descartes décrit très bien dans les discours de la méthode, cette bipolarité, eh bien, ces mondes-là, les mondes de la séparation, pour l'assumer, il faut accepter qu'il y ait des murs et des gens qui tirent au mur. Sauf que, d'un point de vue médical, c'est juste palliatif. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est juste, c'est horrible, c'est dégueulasse, mais c'est palliatif. Parce qu'un monde avec des murs et des salopards qui tirent au mur pour que nous, on puisse écouter Mozart tranquille chez nous, eh bien, c'est palliatif. Palliatif, ça veut dire ce que ça veut dire. Palliatif, ça veut dire que on te fait des traitements pour la douleur juste avant de clancer. L'autre possibilité, qui est la seule possibilité, qu'elle est improbable, très difficile, compliqué même d'imaginer, n'est-ce pas, que pour le moment, il ne commence qu'à faire un petit frémissement, est celle dans laquelle la solidarité, qui à mon avis doit s'appeler les solidarités, effectivement, c'est ce qui dévoile que ce qu'on appelle solidarité, c'est les liens qui nous constituent. Ce qu'on vivait comme chaîne, ce sont des liens. Ce sont des liens. Vous savez, Spinoza, il écrit dans l'Éthique, l'homme se croit libre du seul fait qu'il ignore ses chaînes. Vous voyez, c'est-à-dire les mecs, voilà, il se croit libre parce qu'il ignore. Voilà. Et alors les gens ils disent, ah, mais parfait, alors donc, ce qu'il faut, c'est être conscient des chaînes et les casser. Ah non, non, pas du tout, c'est pas ce qu'il dit Spinoza. Spinoza dit, ces chaînes, ce que nous vivons comme chaînes, c'est nos liens qui nous constituent. Parce que, écrit Spinoza dans l'Éthique, l'homme n'est pas un empire dans l'empire, vous comprenez? C'est-à-dire que Spinoza, en 1600, il va dire, on n'est pas exilé. L'homme n'est pas un empire dans l'empire. Nous faisons partie de ça. Nous faisons partie de ça. Ces mondes-là, c'est le monde qui est déjà là. C'est le monde du défi, c'est le monde de l'appel, c'est le monde dans lequel nous devons petit à petit, et de façon non triste, non culpabilisante, mais de façon joyeuse, nous devons découvrir ces possibles qui nous lient, ces possibles qui nous constituent, et dont on a été pendant trop longtemps privé en croyant que le confort, bien fonctionner, dominer, etc., pouvait être l'essence de notre vie. C'est là où beaucoup de gens qu'aujourd'hui parlent de la bipolarité dans le sens patriarcal. Eh bien, ces côtés patriarcal, ces côtés viril, conquérant, qui était le modèle de l'homme occidental, eh bien, l'abandonner, c'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de l'abandonner d'une tristesse culpabilisante. Il s'agit de faire le pas, faire la joie, tel comme l'appelle Spinoza, parce que c'est la possibilité d'agir, c'est la puissance d'agir. Le monde de l'individu, avec tout son côté de confort, de domination, c'est le monde de la tristesse. C'est le monde dans lequel chacun de nous, en tant qu'individu, obtient quotidiennement l'information du désastre et éprouve quotidiennement l'impuissance à agir. On ne peut rien faire. On peut rien faire. On dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je trie mes poubelles, je dis bonjour à la dame, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce faire-là est un faire qui seulement peut s'opérer en récupérant la dimension commune, la dimension des liens. Alors, effectivement, moi je pense que tout appel à la solidarité, qui soit, pour le dire en jargon, non, surmoïque, culpabilisant, menaçant. Moi j'ai dit, d'un côté il y a la destruction, mais ce n'est pas parce que d'un côté il y a la destruction que nous devons être solidaires. Vous comprenez?
c'est vrai, du côté de la non-solidarité, il y a la destruction. Mais ce n'est pas de par la menace de la destruction que nous devons être solidaires. C'est parce que dans la solidarité, dans l'expérience du commun, il y a la joie de la puissance d'agir. Moi, je pense qu'effectivement, cette invitation, ces projets que Sylvain a présentés au départ, n'est-ce pas, grand école, maintenant je dis grand, et effectivement, des solidarités qui met au cœur d'une vraie étude, d'une étude sérieuse, qui essaye de fonder théoriquement et pratiquement la solidarité pour la sortir comme ça de cet imaginaire optionnel dans lequel, bon, après tout, sur les goûts et les couleurs, il n'y a rien, si à toi ça te plaît, être solitaire, c'est bien. Pour la sortir de cette fausse subjectivité, pour montrer les caractères central et objectifs du besoin de cette solidarité, eh bien, c'est pour ça que je disais qu'à mon avis, me semble fondamental. Après, Roland, il a fait, je ne vais pas être trop long pour permettre qu'on on remplisse le contrat de revenir un peu à des questions, à des dialogues, mais c'est vrai quand même que Roland, il a parlé de quelque chose que je ne voulais pas laisser de côté, c'est cette idée de « je n'ai pas le temps d'être solidaire ». N'est-ce pas? Comme s'il dit « bon, j'ai ma vie à m'en occuper, si mercredi soir j'ai une heure, je vais être solidaire ». Eh bien, la vérité, c'est que la solidarité comprise d'un point de vue ontologique, d'un point de vue réel, ce n'est pas une question optionnelle. Ce n'est pas « je peux jouer au tennis ou être solidaire ». C'est-à-dire, la solidarité renvoie à un modèle et un mode de vie qui est tout autre, dans lequel ce n'est pas une question est-ce que j'ai le temps ou pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette question d'avoir le temps ou pas avoir le temps est très dépendante de cette invasion du monde algorithmique dans notre vie, dans nos vies. Vous savez, on dit la vie c'est beaucoup accéléré. La vie c'est pas beaucoup accéléré. Moi, je travaille en biologie, je vous assure, les cycles de Krebs prennent le même temps, tous les cycles prennent le même temps, sauf que on s'attaque au cycle. Vous savez quel cycle hier, avec une collègue argentine, on travaillait sur toutes les expériences qui existent pour aplatir ou diminuer les cycles menstruels, de la menstruation. Vous voyez? Vous dites, mais de quoi il parle? Ah, non, c'est pas rien, vous voyez? C'est-à-dire éliminer ou diminuer les cycles de la menstruation. Ah, bah, c'est pas rien, vous comprenez? C'est-à-dire, et bien voilà, c'est-à-dire, cette femme-là, quand même, qui diminue son cycle menstruel, et il sera plus productif, il sera plus libre, vous voyez? Oui, mais l'écrasement des cycles, c'est l'écrasement de nos dimensions de vie, c'est l'écrasement de ces rythmes qui nous lient au monde. Alors, on dit ça et on dit, comme on me traite dans les milieux des biologistes, on dit Miguel, il est bioconservateur. Je suis bioconservateur parce que je dis qu'il y a des rythmes qui sont des rythmes biologiques et des rythmes culturels. Il y a des rythmes qu'on ne peut pas accélérer, on peut qu'écraser, n'est-ce pas? Quand je modifie les rituels, les modes de vie, n'est-ce pas, sans tenir aucun compte des rythmes, je n'accélère pas la vie. J'écrase des dimensions profondes. Je fais devenir de chacun de nous en tant que personne un profil absolument discipliné et obéissant. Alors effectivement, cette joie-là, cette joie de la solidarité, cette joie du commun, c'est cette joie de tout à coup explorer les rythmes que nous constituent, n'est-ce pas? Et renouer avec quelque chose de fondamental et ontologique pour l'être humain, c'est le profond caractère d'inutilité de l'être humain. C'est-à-dire, vous savez, je vais m'arrêter là, on peut revenir sur des points plus tard. Vous savez, ces fameux petits poèmes de Chuang-Tzu, qui est un sage taoïste, qui dit tout le monde connaît l'utilité de l'utile. Peu de personnes connaissent l'utilité de l'inutile. Eh bien, l'utilité de l'inutile, c'est l'utilité de l'amour, la solidarité, la pensée, la création, vous voyez. Bref, la vie. Comme la dernière phrase, vous savez, de L'être et les néants de Sartre, qui dit « L'homme est une passion inutile ». Eh bien, nous devons revendiquer cette forte inutilité qui est basée sur ces liens qui nous constituent, ces liens qui nous composent, et qui aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, représente
l'assomption ou non-assomption, eh bien, représente les défis de protéger la vie sur notre planète. Alors, j'espère avoir été plus ou moins par rapport, parce que je n'ai pas une montre devant moi, Roland, mais peut-être on peut passer à la troisième partie. Deuxième ou troisième partie. Peut-être juste pour rebondir un peu très, très brièvement sur ce que tu dis là, moi, l'idée forte que je retiens, c'est finalement la question de la solidarité n'est pas une espèce d'option, d'un supplément d'âme que l'on apporterait au monde. C'est un choix. Et il y a un mot que tu n'as pas employé, que j'ai envie d'employer là, qui est c'est une option politique, au sens de la manière dont on décide de s'inscrire dans une prise en main de notre destin commun. Et ça, il me semble que c'est un élément tout à fait important de dire que finalement, c'est pas parce qu'on est gentil ou c'est pas parce qu'on a envie d'être gentil avec les autres, c'est parce que il est urgent aujourd'hui de retrouver cette joie fondamentale de la vie qui est d'y aller, quoi, d'y aller en essayant alors finalement, à travers ce que tu disais, j'entends une définition de la coopération finalement. Coopérer, c'est construire c'est commun, j'ai envie de le mettre au pluriel, mais tu me diras si c'est audacieux. Coopérer, c'est construire c'est commun dans l'expérience que nous faisons entre nous ici et maintenant, parce que il faut passer de la chaîne au lien. Je vais très vite, là, je traverse très vite les choses, mais il faut passer de la chaîne au lien, c'est-à-dire dans la même réalité qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pas de la changer, c'est pas d'imaginer un Éden qui serait ailleurs, c'est dans les chaînes. Ce que nous vivons aujourd'hui comme chaîne peut devenir lien dans une perspective de coopération fondée sur la solidarité. Ça te va comme… Oui, je voulais juste, je ne sais pas, je ne connais pas les gens qui commencent à suivre votre projet. Je ne sais pas si c'est une préoccupation parlante ou pas pour rebondir sur ce que tu dis. Mais peut-être tout le monde est au courant, peut-être pas. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une problématique sociétale aujourd'hui qui oppose les tenants de l'universalisme classique, l'universalisme humaniste occidental, aux tenants du relativisme culturel. Alors, l'humanisme occidental, l'universel qui dit tous les hommes, toutes les femmes, on fait partie de la même chose, etc. Il y a des grands principes universaux qui regardent tout le monde. Il faut savoir quand même que l'universalisme humaniste, pour les tiers-mondes, était quelque chose de très lourd, n'est-ce pas? Par exemple, pensez qu'est-ce que c'était la fameuse controverse des Valladolid, dans laquelle, effectivement, on devait décider si mes compatriotes indiens étaient des animaux ou des humains, n'est-ce pas? Et alors, donc, la controverse était gagnée par les humanistes. Ils ont dit, sont des humains, mais à l'humanité non accomplie. Ah, merde. Parce qu'à partir de là, on a voulu nous accomplir l'humanité. Et quand on veut accomplir ton humanité, tu es en danger, parce que ça veut dire que tu n'es pas comme il faut, mais tu vas devenir comme il faut. Alors, c'est vrai quand même que l'universalisme a écrasé les particularismes, a été colonialiste, mais il n'était pas que ça. Il n'était pas que ça. Voilà. La réponse à cet universalisme était l'éclatement, l'effritement du socle commun universel, tel comme la modernité l'avait pensé et créé, par les relativismes culturels. Moi, c'est par ma singularité, je ne peux pas te comprendre, tu ne peux pas me comprendre, donc c'est la guerre de toutes pour tous. Je ne peux pas parler d'une expérience faite par un noir parce que je ne suis pas noir, je ne peux pas parler de l'expérience faite d'une femme, mais finalement, je ne peux pas parler non plus de l'expérience faite par un autre homme parce que je ne suis pas lui, vous voyez. Donc, ces relativismes culturels dont l'expression finale est une sorte d'individualisme ridicule dans lequel on dit à chacun sa vérité. D'un point de vue scientifique, vous avez cette histoire, une petite limite, cette tutubalance du 10e étage, et tu dis peut-être une vérité universelle, quand tu tombes, tu te fais pizza, n'est-ce pas? Mais disons, les relativismes culturels, alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forte critique, avec historiquement pas mal de raisons de justice, à l'universalisme, et il y a un développement du relativisme. On n'a rien en commun, il n'y a pas de commun. Il n'y a pas de commun, il y a la guerre et il n'y a pas de commun. Eh bien,
Oui, alors donc c'est le relativisme intégriste, c'est le relativisme xénophobe, c'est le relativisme dit il ne peut pas s'intégrer, oh, on n'est pas pareil, oh, et je peux les sauver la vie seulement s'il s'est converti. Bon, tout ce type de trucs comme ça qui aujourd'hui sont les expressions du relativisme culturel, à chacun sa vérité, ou chaque peuple sa vérité. Notre position du comment, celle auquel tu faisais référence dans ta première intervention, Roland, c'est celle de dire le commun n'est jamais au départ, n'est ni universel ni relatif. Le commun, c'est ce qu'on construit dans la coopération commune. Le commun est toujours le fruit d'une pratique commune. Il n'y a pas de commun en soi. Moi, je vous donne un petit exemple. Pendant très longtemps, j'ai milité encore les dernières années de la dictature, etc., sont commencées toutes ces expériences qu'on connaît en Amérique latine, les santerres, qu'après ça a commencé avec Marcos, au Chiapas, etc. C'était des occupations de terres, des gens qui occupaient des terres, qui essayaient de vivre autrement, etc., etc. Dans cette grande expérience, souvent il y avait des assemblées. Et alors, dans les assemblées, arrivaient des gens qui disaient nous, on fait ça, donc des pratiques de solidarité, concrètement, on est en train de parler de solidarité et de résistance et création, n'est-ce pas? Ok. Et alors, ces gens-là, il arrivait quelqu'un qui disait moi, je fais ça au nom du Christ. L'autre disait moi, je fais ça au nom de Marx. L'autre disait moi, au nom de Castro. Et nous, on disait écoute, au nom de ce que tu veux, mais ce qui nous unit ici, c'est la pratique. C'est-à-dire, on s'en fout l'imaginaire ou la raison pour laquelle tu penses faire ça. Et ça, c'est ce que nous développons dans les laboratoires sociaux, dans la banlieue parisienne, sans aller plus loin, n'est-ce pas? Dans lesquels, effectivement, qu'on a commencé à développer avec Florence Aubenas, effectivement, pendant des années à la Cité des 4000, ça s'est développé, on continue, dans d'autres expériences, mais dans laquelle on dit toi, tu es musulman, toi, tu es athée, toi, tu es chrétien, toi, tu es blanc. Là, on a un territoire. Alors, il y a deux options. Soit il y en a qui disent je représente la vérité universelle, tout le monde doit obéir. Ça va l'affaire, comme ils disent les mots. Soit les relativismes. Moi contre toi. Ça, c'est la guerre. Alors, la seule possibilité, c'est de dire eh bien, on a un territoire en commun, on habite ce quartier. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire en commun au-delà de au nom de quoi tu le fais? Et je pense que là, il y a un empirisme de la création du commun qui s'impose contre les idéologies, contre les fanatismes, qui est de dire, mais concrètement, comment on peut vivre en commun? Oui, en fait, il y a peut-être une dimension qu'il faudrait creuser là, qui est que pour sortir de ce clivage et de cette pensée clivée entre l'universalisme et le relativisme, il y a, donc tu le dis, une espèce de construction très empirique d'un commun, non pas à partir d'une transcendance, mais à partir de l'expérience immanente que nous vivons là où nous sommes aujourd'hui. Mais il y a une autre dimension que tu as développée par ailleurs dans tes travaux, qui est quand même, ça suppose une certaine conflictualité, c'est-à-dire que ça suppose de reconnaître qu'on peut faire ça parce que nous sommes différents. Enfin, j'aimerais bien t'entendre un peu plus là-dessus. Oui, moi je pense que c'est tout à fait ta raison. Je pense que, disons, la substance même du commun et de la solidarité et de la coopération, la substance même donc du lien social, du ciment social et la conflictualité. C'est-à-dire c'est cette conflictualité permanente qui fait que on n'est pas dans la recherche d'un consensus, on n'est pas dans la recherche de l'écrasement de l'autre pour dominer, on est dans une assumption, pas seulement acceptée, mais assumée la conflictualité. Mais la conflictualité est la base de la vie, c'est-à-dire la base de la vie. D'un point de vue biologique, on définit la stabilité du vivant comme ce mécanisme, ce dispositif qui est loin de l'équilibre. C'est-à-dire que la vie est stable parce qu'elle est loin de l'équilibre. C'est-à-dire que la vie, quand la stabilité elle est équilibrée, c'est la mort. C'est la mort. L'équilibre est la mort pour les vivants. Alors cet éloignement de l'équilibre, c'est cette conflictualité qui est quand même l'essence de la démocratie. Et là, on est en perte de démocratie. Là, à niveau mondial, je ne parle pas conjoncturellement. On est depuis très longtemps, depuis quelques décennies, en perte de démocratie
Parce que, vous voyez, par exemple, quand les dirigeants ils disent « Ah, les gens contestent parce qu'on a mal communiqué », ça veut dire soit il est bête, soit il est con, il n'a pas compris, soit nous, on a mal communiqué, mais il y a une vérité unique, vous voyez, que c'est une fois encore Mme Thatcher, quand elle dit « Il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'alternative », n'est-ce pas? Que c'est le slogan du néolibéralisme, il n'y a pas d'alternative. Non? Et alors donc, c'est cette idée quand même de que bon, vous choisissez vos représentants et après vous la fermez. Et comme vous n'êtes pas des biologistes ni des épidémiologistes, etc., eh bien, par rapport au Covid, vous la fermez. Vous voyez, et si vous êtes un médecin ou un biologiste, mais qui ne pense pas comme la pensée officielle, eh bien, vous la fermez quand même. C'est-à-dire qu'il y a une intolérance au conflit énorme dans nos sociétés, et ça, c'est très mauvais pour la démocratie, parce qu'effectivement, la démocratie se base dans la conflictualité, que c'est la seule chose qui peut éviter l'affrontement. Vous voyez? C'est-à-dire que la conflictualité, parfois, il y a des affrontements. L'affrontement peut être une dimension de la conflictualité. Mais en écrasant la conflictualité, on va vers l'affrontement. Vous voyez? C'est-à-dire quand quelqu'un dit, pour parler en France, quand quelqu'un dit l'islam, eh bien, l'islam, merde, alors, sacrée création abstraite, parce que l'islam, c'est quoi? Les chiites, les sunnites, c'est des arabes, c'est des persans, c'est des indonésiens, c'est des riches, c'est des pauvres, c'est quoi? Et on voit bien quand même qu'on veut éliminer cette conflictualité, parce que cette conflictualité crée des liens, vous comprenez? Crée des liens. C'est-à-dire, dans cette conflictualité, tout à coup, eh ben, quelqu'un qui est athée, agnostique, français, blanc, noir, peu importe, trouve des affinités avec des gens qui sont de notre groupe, de notre nationalité. Vous voyez, c'est-à-dire que la conflictualité, c'est ce qui permet justement la création des liens. Mais plus encore, la conflictualité, c'est ce qui permet de ne pas être un salaud. Parce que les salauds, tels comme le définit Sartre, est celui qui dit « Moi, je suis conducteur des trains. Je ne demande pas où il va les trains. » Et c'est comme ça que les trains allaient vers l'Est. Vous voyez? Moi, je suis... Alors, Sartre, il dit « Un médecin qui se prend pour un médecin est un fou. » Il dit. Pourquoi? Parce que les mecs, ils disent « Ah, moi, je suis médecin. » Il dit « Non, c'est cette conflictualité avec soi-même qui est la base de la pensée et de la solidarité. C'est-à-dire, cette conflictualité avec soi-même, c'est expérimenter soi-même comme un autre. Et ça me semble que les noyaux de cette solidarité, de cette création du commun. Pour pouvoir créer des liens, il faut que j'accepte certes la conflictualité et non pas l'affrontement avec l'autre, mais il faut que j'accepte la conflictualité avec moi-même. N'est-ce pas? Et c'est là où la vie s'ouvre, c'est là où il y a le côté de la joie spinoziste. Quand cette conflictualité remplit les poumons. Non? Oui. Merci. Peut-être, Sylvain, on peut peut-être... Du bruit de fond parce que c'est un chien qui se prend pour un chien. Il y a donc une mise en abîme du propos à travers ce petit spectateur. Alors, plusieurs questions, évidemment, et merci. N'hésitez pas à continuer à nourrir le fil. Déjà, un premier témoignage qui traduisait qu'effectivement, cette solidarité n'est pas une illusion. Je lis le post, hein, parce qu'avec la crise Covid qui bouleverse notre quotidien depuis plus d'un an, pour faire référence à Émile Durkheim, c'est Nérica qui nous partage ça. Au sein de nos organisations de travail, par exemple, on ressent bien cette solidarité à la fois mécanique et organique afin de lutter contre cette crise. Donc, il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Et il y a des questions, alors je veux dire, il y a toute une sphère de questions sur les conditions aujourd'hui de la création de ces solidarités. Comment le lien et quelle forme ce lien va-t-il pouvoir prendre? Alors, je vais vous en livrer deux et puis je reviendrai après sur les questions qui vont dans le même sens. Alors, Miguel, par exemple, est-ce que vous pensez que nous allons vers du communautarisme ou bien vers une nouvelle évolution de l'humanisme? Par exemple, c'est Delphine qui nous le dit, en prenant le principe d'adelphité. Est-ce que c'est une évolution potentielle? Et Alexandre qui nous a posé une question en resituant votre propos à partir du postulat de Spinoza, partant du principe que le libre arbitre est une illusion.
et que la plupart des personnes sont déterminées de manière passive par leur passion. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas compter unilatéralement sur leur volonté individuelle pour s'engager dans les relations de coopération. Donc, le postulat est recentré. La question que vous pose plus précisément Alexandre, c'est quel est le travail commun auquel nous devons nous efforcer pour aménager les conditions politiques du développement des solidarités. La question des conditions politiques revient beaucoup dans les échanges et dans les questions qui sont posées. Donc, voilà, une question sur les conditions politiques resituées, je suis désolé, je travestis un peu le propos dans le postulat de Spinoza, puis cette question posée par Delphine sur les nouvelles évolutions, communautarisme ou nouvelle évolution de l'humanisme. Alors, par rapport à l'humanisme, la vérité, c'est que c'est un conflit qui trop souvent prend la forme d'affrontement, mais parce que c'est voulu, parce que plus on va vers l'affrontement, plus les gens sont maîtrisables et disciplinés, et plus on va vers la conflictualité, moins sont maîtrisables, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand Macron dit « nous sommes en guerre », bah, on entend bien ce qu'il y a derrière. Maintenant, à obéir, parce que quelqu'un qui n'obéit pas est un traître, n'est-ce pas, est un déserteur. Alors, donc, effectivement, quand Valls, l'ancien Premier ministre, en parlant des attentats horribles qu'il y a eu, il a dit cette phrase incroyable qui dit « comprendre, c'est déjà justifié ». Ah ben merde alors. C'est-à-dire comprendre, c'est déjà justifié, ça veut dire que donc, il faut aller vers l'affrontement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas, parce que la compréhension est toujours une mise en conflictualité. N'est-ce pas? Une compréhension, c'est une mise en complexité. Et ce n'est pas du tout justifié. Moi-même, alors là, je peux vous donner un exemple alors très clair et net. Si à l'époque de la résistance, de la lutte armée en Argentine contre les militaires, je disais l'autre est la bête diabolique et tout est permis, n'est-ce pas? Et bah, alors moi-même, je devenais un barbare. Je suis en train de travailler. Il faut que tu fermes la porte. Mais pourquoi tu vas pas dans ton bureau? Non, mais parce que là, voilà, si tu veux, tu peux dire bonjour et tu pars. Alors, ciao. Pardon, excusez-moi. Les joies de la visio, ça. Voilà. Et je disais, non, moi, j'avais des généraux, des tortionnaires. Vous savez, c'est quand même les militaires en Amérique latine, c'est quelque chose de difficile à comprendre parfois en Europe. Ce sont les familles patriciennes qui se constituent comme une sorte de parti armé. Vous voyez, sont les massacreurs des Indiens qui sont occupés les terres, qui sont appropriés les terres. Vous voyez, donc c'est vraiment pas très beau, non? Eh bien, si moi je dis ça, c'est le mal absolu, je me mets moi comme le bien absolu. Ça n'empêchait pas de faire la lutte armée, vous voyez, mais je n'allais pas jusqu'à considérer que l'autre était le mal absolu. Vous comprenez? Je cherchais à comprendre, et plus on comprend, plus on a des possibilités d'agir. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis là. C'est-à-dire que comprendre, je donne cet exemple-là parce que comprendre, pas seulement ne me rendrait pas complice, je continue à le tirer dessus dans les actions de résistance. C'est-à-dire qu'on peut même comprendre et tirer dessus. Vous comprenez? Alors donc, quand Valls, il dit comprendre, c'est déjà justifié, c'est un appel guerrier à effectivement dire c'est moi ou l'autre. Et quand on dit c'est moi ou l'autre, on écrase le noyau de liberté en nous qui est toujours de dire moi comme un autre, vivre cet espace-là de moi comme un autre qui est pacificateur. Alors, si l'humanisme auquel fait référence cette dame, bien, si cet humanisme-là est quelque chose qu'on oppose à ces communautarismes guerrier dans lequel on n'a rien à comprendre, c'est la guerre, je ne l'appellerai pas tout à fait un humanisme par le sens de que l'humanisme il est trop collé à l'universalisme, etc. Si on dit, bon, un nouvel humanisme, peut-être, mais alors dans tous les cas, un humanisme qui n'est pas comme une donnée de base, mais qui est comme un projet de production. Vous voyez? Simplement, c'est compliqué la question de l'humanisme pour moi, parce que je pense que, à vrai dire, même d'un point de vue écologique, nous devons apprendre que l'espèce humaine n'est pas au cœur du système.
On doit apprendre d'une façon, même dans la biologie, d'une façon darwiniste, la vision comme ça, pyramidale, où l'homme est là en haut. C'est pas vrai, ça ne correspond pas à ce qui est décrit Darwin même. Voyez, mais bon, laissons Darwin de côté. La question, c'est, moi je pense qu'il n'y a pas d'écologie aujourd'hui si on ne déplace pas l'espèce humaine du centre. Il faut que l'espèce humaine s'incorpore en tout. C'est pour ça qu'il ne me semble pas l'humanisme être aujourd'hui le thème principal de notre époque. Il me semble que le thème principal, c'est ce commun avec les vivants, sans réduire la singularité de l'être humain, n'est-ce pas? Mais voilà, donc pour répondre à cette dame, moi je dirais, il ne s'agit pas peut-être de créer un nouvel humanisme, mais de créer de nouveaux modes de vie pour les humains en commun avec les vivants. Alors par rapport à la question politique, alors attends que je me rappelle un tout petit peu la question. La question c'était quel est le travail commun auquel nous devons nous efforcer pour aménager les conditions politiques du développement des solidarités? Oui. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, alors il y avait la citation d'Espinoza dans laquelle on se rend compte, soit tristement qu'on n'a pas de libre arbitre, soit on se rend compte joyeusement. Alors, c'est compliqué pour nos contemporains se rendre compte joyeusement qu'on est surdéterminé, parce qu'on pense que la seule joie, la seule liberté, c'est dans une sorte de libre arbitre. Je décide. C'est là où le Covid a donné un petit gifle à ce libre arbitre. Bon, okay. Alors, une politique du non-libre arbitre est une politique justement dans laquelle on s'assume comme en faisant partie de ce commun. Mais le commun, justement, c'est qui n'est pas notre ennemi. Le commun, c'est ce qui nous permet cette sorte de, comme Morisot, vous savez, c'est lui qui travaille sur les loups, non? Morisot l'appelle une diplomatie. La solidarité comme une diplomatie avec les loups, avec l'environnement, avec les autres. C'est-à-dire que ce qui me détermine n'est pas justement ma liberté finie ou commence la liberté de l'autre. C'est ce qui s'agence. Il faut les vivre ça comme des agencements, l'éprouver comme des agencements. Vous voyez, Morisot, quand il parle du loup, il dit, bah, je peux le dominer, l'écraser, je ne sais pas quoi, ou je peux voir. Mais comment il existe? Et comment j'existe? Et comment nous pouvons partager un territoire sans s'emmerder trop? N'est-ce pas? En conflictualité, mais sans s'emmerder trop. Une politique du commun est une politique, justement, qui ne peut pas aujourd'hui être une politique électoraliste. C'est-à-dire, personne ne peut gagner les élections en disant, bon, écoutez, mes chers compatriotes, avec moi, vous allez avoir moins de confort, vous allez assumer les contraintes de l'environnement, vous allez polluer moins. Les mecs, la nana, il perd les élections avant il n'aura même pas 500 signatures. Une politique du commun est quelque chose qui ne peut s'exercer que dans l'horizontalité de la société. Ce sont des expériences qui doivent se développer en espérant d'influencer les pouvoirs représentatifs. Mais je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'y a pas la possibilité d'une politique dans le sens représentatif, classique, institutionnel, du commun. Le commun, c'est ce qui ne peut que se produire comme des expériences multiples à la base et après trouver une traduction légale, institutionnelle. Mais tout bêtement parce que le commun, ça signifie apprendre à vivre autrement, apprendre à ne pas se priver du confort, mais au contraire, une vie dans les liens auxquels on ne vit pas comme une privation de ne pas être un barbare qui pollue. On le vit comme une joie. Alors c'est pour ça, par rapport à la question politique, moi je pense que ça renvoie à une politique de l'horizontalité avec une influence vers les institutions, mais qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité qu'un candidat honnête dise comme programme quelles sont les conditions de création du commun, parce qu'alors ça serait ce que les fachos appellent une dictature écologique. Vous voyez, l'écologie s'est construite de la base. Sinon, les écologistes se font élire et en faisant tête de sucer un citron, comme ça, ils ne remplissent pas le programme. Vous voyez,
Alors, l'écologie s'est construite à la base et influence la superstructure. Merci. Je relaye une autre question, peut-être Roland. Alors là, il y a deux, trois expressions autour de la question du socle, ce qui fait socle, je dirais, entre nous pour constituer les liens ou la nature des liens. Et du coup, je relaye. Alors Alain posait une question alors qui pourrait susciter un débat pendant plusieurs heures, donc je vais le mettre juste en introduction, c'est que faire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je vais faire surtout le lien derrière avec la question que pose Manolo, parce qu'il me semble qu'elles vont dans le même sens, puisque Manolo nous indique que les liens qui nous unissent, alors en citant Alain Suppiot, qui est juriste au Collège de France, donc les liens qui nous obligent sont de deux types, la loi qui est hétéronome, c'est-à-dire s'impose, et le contrat qui est autonome, c'est-à-dire consenti. Et la question que pose Manolo, c'est comment articulez-vous cette pensée avec la question de la transformation des chaînes en liens dans la question de la coopération. Donc une dimension entre ce qui va être effectivement de l'ordre de… On revient un peu au terme dont on parlait tout à l'heure de l'injonction d'un côté et de la question du choix, et comment ce paradoxe-là ou cette tension-là vient transformer cette notion de chaîne en lien, comme Roland, tu l'avais introduit tout à l'heure. Oui, peut-être, avant de parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, revenir sur cette double dimension des liens, la loi et le contrat. Il me semble qu'on, si on refait référence historique aux héritages de la Révolution française, je crois qu'on peut dire quand même que autant la loi que la perspective du contrat, qui était déjà dans l'idée de la pensée des Lumières et qui aujourd'hui a inspiré fortement les choses, la loi comme le contrat, me semble-t-il, se sont beaucoup dégradés sous cette influence néolibérale qui consiste à ce que la loi devienne une espèce de support sur lequel on peut surfer par rapport à des recherches d'avantages personnels ou davantage de groupes d'intérêt, et non pas ce socle, ce roc sur lequel on peut s'appuyer et fonder un projet de société. Le contrat s'est dégradé lui aussi, non pas dans cette idée que d'une négociation, c'est-à-dire, je reviens sur coopérer là, hein, c'est-à-dire le contrat comme ce qui fait compromis dans un projet de coopération, mais cette espèce d'individualisme, je reprends le terme, hein, d'individualisme qui fait que dans le contrat, de gré à gré, deux individus essayent de trouver un intérêt personnel. Il me semble que cette dégradation-là de la loi comme du contrat sont aujourd'hui extrêmement toxiques pour notre démocratie. Refonder la loi comme un espace de débat, un espace de controverse sur le projet de société, et refonder le contrat comme le compromis résultant des rapports de force à créer entre les groupes d'intérêt, entre les personnes qui défendent des… Il me semble que ça pourrait être quelque chose qui viendrait relativiser cette idée d'un contrat néolibéral, en fait, finalement, hein, où tout s'arrangerait dans la manière dont j'essaye de tirer un avantage personnel de ma façon d'être au monde, alors qu'en fait, cet avantage-là, nous ne pouvons le tirer que dans un projet politique. Je reprends là, finalement, pour redire un peu autrement que ce que disait Miguel sur quelles sont les conditions politiques, finalement, de la solidarité et de la coopération. Eh bien, c'est de reconstruire une forme de contrat social fondé sur les interdépendances. Et là, une idée importante, je voudrais insister là-dessus, c'est que ces interdépendances-là ne sont pas que des interdépendances entre humains. Ce sont des interdépendances avec l'ensemble de l'écosystème dans lequel nous vivons. Et il me semble que là, il y a une idée extrêmement importante à développer qui, effectivement, remet en cause les héritages humanistes tels qu'on peut aujourd'hui les entendre dans une version un peu simplificatrice, il faut le reconnaître. Du coup, et j'en arrive sur la Déclaration universelle des droits de l'homme pour ne pas laisser la question d'Alain de côté, c'est que il me semble quand même qu'on peut aujourd'hui refaire l'exégèse de ce texte très fondamental du principe démocratique en disant que finalement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle pose les principes de ces interdépendances entre les humains.
Elle pose le principe de ces interdépendances fondées sur le respect et la dignité. Il me semble que là, il y a une piste à travailler qui ne serait pas uniquement dans cette espèce de consécration absolue du droit de propriété. Mais là, j'ai un petit doute là-dessus. Hein, c'est qu'il me semble que les révolutionnaires de 1789, quand ils ont affirmé la propriété comme un droit de l'homme inviolable, ils n'affirmaient pas la propriété au sens aujourd'hui où on l'entend dans une pensée néolibérale et capitaliste. Il me semble qu'elle était plutôt pensée comme une autorisation à prendre en main son destin par les objets, par les choses, par la terre dont on dispose pour essayer de vivre ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, mon propos, parce que c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Je ne sais pas si Miguel veut réagir ou sur les questions ou sur ce que Roland, tu viens de démontrer. Non, mais juste, moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'histoire rétrospectivement. Il me semble quand même évident qu'au-delà de tout ce qu'on peut voir dans une étude plus approfondie de la Révolution française, tout ce qu'on veut, on ne peut pas nier que c'était un élan de liberté qui a transformé le monde, que quand il parle des droits de propriété, effectivement, c'est par rapport au droit des femmes face à l'extraction des seigneurs feudaux, n'est-ce pas? Voilà, et alors les droits de l'homme. Mais il ne faut pas oublier que dans toute époque, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas qu'il n'y avait que eux. Il y avait Olympe de Gouges, quand même, qui parlait des droits des femmes et des droits de libérer les esclaves. C'est-à-dire que ce n'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'un groupe comme ça, hommes qui ont fait la révolution, etc. Et c'était monolithique. Il y avait quand même, entre autres, certainement, il y a un tas d'autres qu'on ne connaît même pas, mais ne serait-ce que Olympe de Gouges qui parlait des droits des femmes, des droits des esclaves, n'est-ce pas? Alors, je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut la mettre en son époque, en mettant à côté la Déclaration de l'Olympe de Gouges des droits de la femme, n'est-ce pas? Et dire, ça fait partie d'un élan de libération très très grand, sans oublier que c'est la seule révolution qui a existé au monde, parce que après on a voulu faire tous les contraires de la Révolution française. Dans la Révolution française, le monde fonctionnait déjà dans l'horizontalité, fonctionnait déjà d'une façon mercantile, les lumières, la pensée, c'est-à-dire que les changements à la base avaient déjà eu lieu. Et seulement après, il y a eu les changements institutionnels. Depuis là, on a toujours voulu faire les choses à l'envers. On a voulu d'abord changer l'institution pour changer le monde. Et ça donne toujours des goulags. Non? Alors, moi, il me semble quand même que, oui, voilà, c'est-à-dire, on ne va pas dire, ah, mais pourquoi ils ont dit les droits de l'homme? D'abord, il y a Olympe qui dit les droits de la femme, et deuxièmement, bon, voilà, c'est-à-dire, il ne reste pas plus que de souhaiter d'être plus ou moins à la hauteur, non? Alors, du coup, Manolo continue à échanger avec vous pour préciser un peu plus encore sa question. Et je pense que c'est intéressant parce que, en fait, il va la préciser dans un rapport interindividuel. En évoquant une situation entre deux directeurs, visiblement, lui souhaitant développer un lien de coopération. Et en fait, sa question se précise en comment transformer les chaînes de la loi et du contrat, visiblement, dans lequel son interlocuteur est pris, en véritable lien de coopération. Et il vous invite, il y a d'autres questions de ce type-là, à revenir sur quels sont les leviers ou les ressorts peut-être très interindividuels en définitive, j'allais presque dire du quotidien ou de l'infra-quotidien, sur lequel il serait possible d'agir pour justement alors, déclencher une envie, un besoin, une nécessité de coopération, en tout cas déclencher la question alors, de véritable lien, je reprends le terme véritable qui est mis même en majuscule. Je ne sais pas, Roland, Miguel, je ne sais pas qui veut répondre. Il y a deux éléments, mais il me semble que c'est très intéressant cette question, parce que en fait, quand je disais, mais un peu en écho et en paraphrasant Miguel, que le mythe du grand soir, c'est fini, c'est la même chose que ce que tu viens de dire sur les révolutions, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut quitter cette idée qu'il y a un ailleurs transcendant qui nous précède et qu'il faut atteindre. Du coup, ça réhabilite totalement
tous ces petits faits du quotidien, tout ce qui se passe dans nos organisations de travail, dans nos organisations de projet, dans nos communautés, tout ce qui fait que des petites choses font sens par rapport à la capacité à faire lien ensemble dans des projets coopératifs. Et que c'est ça qui fait, non pas, enfin qui fait socle, qui fait point d'appui pour construire quelque chose d'une coopération et d'une solidarité possible. C'est pas parce qu'on a un idéal de la solidarité qu'on va le faire, c'est parce que nous vivons aujourd'hui des petits signes qui nous font dire que quelque chose est possible, qu'autre chose est possible. Et ça, c'est très, très important parce que dans le contexte particulier où on est, notamment en ce moment où on est dans une phase où on vient de sortir d'un confinement, mais on ne sait pas trop s'il n'y aura pas une 4e vague. Je crois qu'on vient de nous annoncer qu'il y aura peut-être une 4e vague, dans un contexte d'incertitude qu'on n'aurait jamais pu imaginer à ce point-là, de manière aussi paroxystique. Dans ce contexte-là, il me semble que réhabiliter les petits faits du quotidien qui signifient quelque chose, mais qui signifient par leur agglomérat, par leur réunion, ils font sens dans l'horizontalité et non pas parce qu'ils seraient signes de quelque chose que nous attendons. Ça, il me semble que c'est très important. Donc, du coup, dans une pratique concrète de travail, de quotidien, de terrain, la manière dont certains peuvent accéder à l'expression de leurs droits, peuvent accéder à la possibilité de débattre, peuvent accéder au droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Tous ces petits éléments-là, dans la vie quotidienne des groupes de coopération que nous pouvons connaître, disent quelque chose d'un ailleurs possible. Et ce n'est pas l'ailleurs qui nous dit que c'est possible, c'est ce que nous vivons qui nous dit que c'est possible. Enfin, je le dis peut-être maladroitement, je pense que Miguel, tu le dirais mieux que moi, mais… Non, non, sincèrement, Roland, c'est pas par politesse, je ne le dirais pas mieux dans le sens de que la solidarité ne peut pas être une nouvelle idéologie. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé, moi, de ne pas avoir un point de vue culpabilisant ou surmoïque de la solidarité. De dire, ah, c'est vrai, je vais être solidaire. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, je suis arrivé après des années d'étau, la moitié détruite par la torture, je sais pas quoi. Il y avait une nana, j'étais très jeune, il y avait une nana très jolie qui, à chaque fois qu'elle me voyait, me disait, ah, quand je te vois, je pense qu'il faut que j'adhère à Amnesty International, non? Et moi, j'étais désolé d'avoir une tête de victime à aider parce que j'aurais eu d'autres ambitions avec cette jolie fille, mais elle me voyait une tête de solidarité Amnesty. Bon. Alors, j'étais devenu une sorte de… Après, je l'évitais parce que j'étais devenu une sorte de doigt de Dieu sur Cain, n'est-ce pas? Tu n'es pas Amnesty International. La question, c'est, moi, je n'avais pas fait un seul geste de résistance et solidarité parce qu'on m'avait dit tu dois. C'est-à-dire parce qu'effectivement, sous la dictature, il n'y avait pas de photo, comme disent les jeunes. C'est-à-dire, il n'y avait pas de symétrie entre vivre la contre-culture, vivre la solidarité, vivre pour la première fois, quand j'ai rentré à la résistance, pour la première fois, j'ai dialogué, j'ai milité, j'ai expérimenté des choses avec des Indiens que jusque-là étaient un tout petit peu tout à fait à part. J'étais avec des Indiens, la culture, la contre-culture. En tant qu'étudiant de médecine, après, j'ai passé à l'antipsychiatrie. C'est-à-dire que c'était vivre. La solidarité, les projets communs, c'était vivre. Et ce n'était pas le doigt comme ça. Alors, la question, c'est la solidarité ne doit pas être une idéologie. La solidarité ne doit pas être une idéologie ni un diktat moral. La solidarité doit être des expériences concrètes. Alors, pour dire ça avec une formule, il ne s'agit pas de libérer l'individu du pouvoir. Il s'agit de nous libérer du pouvoir de l'individu. Parce que c'est vivre comme un individu, c'est vivre en cage. C'est vivre en cage. C'est-à-dire que si moi, je me sens responsable de mes enfants par loi, eh bien, je me prive de tous les rapports que je peux avoir avec eux qui ne sont pas par loi, par diktat, n'est-ce pas? Et pareil avec les voisins, avec le milieu des boulots, c'est-à-dire que la solidarité sont des expériences qu'on les sent, on les sent pas. C'est-à-dire, alors, c'est comme personne doit jouer au piano, c'est-à-dire, on a une affinité élective, on a un désir. Vous voyez, c'est-à-dire, on voit des choses, c'est comme Barthelby, on dit, je préfère pas.
Je préfère ne pas, comme il dit la fameuse formule forcée de Barthélemy-Lescrive, n'est-ce pas? Je préfère ne pas. Je préfère ne pas. Je préfère ne pas qu'il n'y ait pas des gens qui meurent dans la Méditerranée. Pourquoi? Tu sont de ta famille? Non. Tu vois, parce que moi, personnellement, ça ne me plaît pas de vivre dans un pays dans lequel, et dans les côtes, il y a des gens qui meurent noyés. Voilà, c'est quelque chose que c'est pas parce que moi, j'aime ou toi tu n'aimes pas, c'est passer à une autre façon de percevoir le monde. Et ça ne peut être que des pratiques. Et des pratiques dans lesquelles, justement, ce n'est pas moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire. Quand on parle de solidarité et on s'adresse à l'individu, on s'est trompé d'adresse. On s'est trompé d'adresse. Ce n'est pas à moi en tant qu'individu que s'adresse l'appel. L'appel de l'écologie, l'appel de la solidarité, l'appel de la liberté, je ne sais rien, vous voyez. Cet appel-là s'adresse à moi en tant que ce qui déborde mon moi individuel. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui, moi ça m'arrive tout le temps en tant que clinicien. Quelqu'un joue la guitare et alors il veut que la guitare soit à son service, qu'il leur donne des sous, qu'il le rende fameux. Il y a deux possibilités. Soit tu veux que la guitare te rende service, soit tu te mets au service de la guitare. Et là, il n'y a pas de symétrie. Vous voyez, il n'y a pas de symétrie. Soit effectivement, la guitare est notre pont vers le commun de la musique, le commun des guitaristes, vous voyez, c'est-à-dire le commun, soit la guitare, elle est dans les murs et me sert à moi. C'est comme partout pareil, c'est-à-dire, soit effectivement, mes affinités, je les construis comme des ponts, soit mes affinités, je les rabats sur un moi qui va les rendre tristes, impuissants. Alors, il n'y a pas de conseils à donner. D'abord, ce n'est pas Manolo, mais c'est Manolo. L'accent, on le met ailleurs. Mais il n'y a pas... Non, je t'en prie. Non, je ferai mieux la prochaine fois, Miguel, pardon. non, je rigole. Alors, par rapport à... Il n'y a pas de conseils à donner. Il y a suivre ou pas suivre tes affinités. Non? Et quand on suit nos affinités, savoir que tout ce qui de nous émerge peut être traité comme des ponts, ou on peut couper ces ponts-là, essayer de profiter. Mais essayer de profiter individuellement, c'est les condamner et c'est condamner. Et pour compléter, parce que tu ne l'as pas dit, or c'est une partie importante de tes travaux, un des éléments essentiels et déterminants de ces ponts, c'est notre corps. Tu as juste évoqué la dimension du sensible, mais c'est une dimension extrêmement importante parce que, effectivement, je pense quand même que la question de la solidarité, elle se vit pas d'abord au niveau cérébral, elle se vit d'abord au niveau des tripes. C'est-à-dire, je suis bien dans cette expérience que je fais avec d'autres d'un commun possible. Je le vis dans un ressenti positif et dans des perceptions qui vont mettre aussi en branle toute la dimension émotionnelle de l'expérience. Il me semble que ça aussi, c'est un aspect important parce que je dis là un peu en fin de parcours parce qu'il ne faut pas faire de cette question-là qu'une question cérébrale. Ni personnel, c'est-à-dire juste personnel. J'ai une patiente qui vraiment elle travaille dans l'hôpital des enfants à Necker, etc. Elle fait un travail fantastique. Et les gens le disent, mais vraiment un travail comme ça, pas clinique, un travail, elle s'occupe des enfants, elle fait des théâtres, elle fait des... Bon. Et alors, les gens lui font la mauvaise question, ils lui disent, mais pourquoi toi tu fais ça? N'est-ce pas? Ils veulent faire l'entonnoir. C'est-à-dire, ils disent, mais toi, pour toi, quelle est ta raison à toi? Et moi, je lui dis, il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges-là. Parce que justement, cet élan que vous sentez, de solidarité, de coopération, d'être là, eh bien, cet élan-là, c'est justement ce qui ne peut jamais s'expliquer pour des raisons personnelles. Non? C'est-à-dire, il faut assumer cette dimension extra-personnelle. Et moi, en tant que clinicien, et là, effectivement, on n'a pas le temps du tout parce que ça, alors là, moi, en tant que clinicien psy, moi, je dis, la vie n'est pas quelque chose de personnel. Plus c'est le personnel, moins elle est vie. Merci. J'ai le mauvais rôle, je suis obligé d'arrêter. On est arrivé à la fin de cette webconférence. Merci beaucoup, Miguel. Merci beaucoup, Roland.
C'était passionnant. Je relate en un mot, je pense, une grande partie des échanges qui ont eu lieu aussi sur le fil de discussion. J'annonce quand même que, d'ailleurs, je les remercie aussi pour ça. La conférence a été enregistrée, sera mise à disposition hein, pour que vous puissiez retrouver, vous réimprégner d'un certain nombre d'éléments qui ont été échangés ce soir. Je vous invite aussi à aller voir sur les sites internet des différentes entités, Ascoria notamment, mais pas que. Pour les prochaines webconférences, elles vont arriver vite, début juin maintenant. Et aussi pour la formation, qu'on soit les solidarités, Roland, on se retrouvera sur cette fin d'année pour ouvrir aussi la formation. Merci beaucoup, Miguel. Merci à tous. Juste, oui, je allez-y. passe une petite annonce pour continuer à penser ensemble Bien sûr. de notre côté. C'est-à-dire que si vous allez au site du collectif Malgré tout, vous faites sur Google collectif Malgré tout. Je vous invite à ces séminaires auxquels Roland a eu la gentillesse d'évoquer. C'est un séminaire de recherche et de travail sur ce sujet-là, justement. Alors voilà, je vous invite, il suffit, vous allez sur le site du collectif Malgré tout et là, vous avez les links et tout le reste. Merci beaucoup. On mettra le lien aussi sur notre page, comme ça, ce sera plus facile peut-être pour retrouver. Donc, on le fera. Merci à vous en tout cas. Merci. Ciao Roland, ciao Sylvain. Au revoir Miguel. Merci, au revoir. Roland, si tu veux attendre 2 petites minutes. Il y a encore des questions qui viennent sur le fil de discussion. Ouais. Oui. Ça, c'est des remerciements.